C'est une attaque massive menée par l'Ukraine directement sur le territoire russe et ce à la veille de négociations entre les deux pays en Turquie. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce inédit? Comment est-ce que l'Ukraine s'est préparée? Et cette attaque aura-t-elle réellement des conséquences? Comme d'habitude, on va voir tout cela et essayer de répondre le plus factuellement possible à toutes ces questions. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux. Alors ce dimanche 1er juin, vers 10h, heure de Moscou, l'Ukraine a mené l'une de ses attaques les plus audacieuses et les plus lointaines depuis le début de l'invasion à grande échelle de son territoire par la Russie en 2022. On en parlait en début de semaine, il s'agit donc d'une opération nommée Toile d'araignée, une opération qui aurait été préparée pendant plus d'1 an et demi. Alors selon Volodymyr Zelensky, il y a environ 117 drones qui étaient pilotés en FPV, donc commandés à distance par des pilotes qui voyaient en temps réel ce que voyait le drone. Et donc ces 117 drones ont simultanément ciblé 5 bases aériennes russes, dont certaines qui sont situées à plus de 6000 km de l'Ukraine. Parmi les bases ciblées, il y a eu la base de Belaya en Sibérie, ou encore celle de Ukrainka dans l'extrême orient. Autrement dit, on parle ici de bases qui sont très loin de la frontière ukrainienne. Alors le SBU, donc les services de renseignement ukrainiens, revendiquent la destruction ou l'endommagement de 41 appareils, dont des avions bombardiers russes et des avions de commandement. À noter cependant, il faut rester très précis là-dessus, que des sources indépendantes mentionnent pour le moment un bilan plus modeste avec une dizaine d'avions détruits et 2 avions endommagés. Il faut donc faire très attention dans ce genre de sujet entre la communication et l'information. On revient là-dessus dans un instant. Alors de son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé que plusieurs appareils aériens avaient pris feu après une attaque de drones dans des aérodromes de certaines régions, notamment situées dans l'Arctique russe et en Sibérie orientale. Selon la Russie, ces incendies, ils ont été maîtrisés, ils n'ont pas fait de victimes au-delà donc des dégâts matériels. Et la Russie qualifie cette attaque d'une attaque terroriste. Mais alors comment est-ce que l'Ukraine a pu mener une telle opération? Alors je le disais, ça fait plus d'1 an et demi que ce projet était en préparation. Sa réussite, elle repose en partie sur une méthode inspirée du cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est donc ce qui consiste à dissimuler une menace à l'intérieur d'un objet qui peut sembler anodin pour prendre l'ennemi par surprise. Dans ce cas précis, en fait, les drones dont on parle, ils ont été dissimulés dans des conteneurs en bois qui étaient eux-mêmes installés sur des camions russes avec en fait des toits qui étaient ouvrables à distance. Et l'ensemble du système de guidage a été fait sans GPS pour tenter de contourner le brouillage russe. Et a priori, chaque drone était donc piloté à distance via satellite ou alors Internet. Alors vous l'imaginez, Volodymyr Zelensky a réagi, déclarant que c'était, je cite, une opération brillante qui, je cite, a infligé des pertes significatives entièrement justifiées à l'arsenal aérien russe. Alors justement, on en vient à une question maintenant. Est-ce que réellement, au-delà du caractère assez spectaculaire de cette attaque, tout cela va réellement avoir un impact sur le front? Alors, le président ukrainien affirme que 34% de la flotte de bombardiers stratégiques aurait été détruite du côté russe. Sauf que ce chiffre, il reste pour le moment difficile, encore une fois, à vérifier de façon indépendante. Donc il faut le prendre avec beaucoup de précautions. Ce qui est sûr dans tous les cas, c'est que c'est un coup dur puisque c'est des avions russes qui ont été touchés, des avions pour certains qui sont anciens, rares et chers, et donc des avions qui pour partie ne sont plus en production aujourd'hui. Mais pour nuancer tout ça, il faut noter que c'est des bombardiers qui ne sont pas utilisés directement sur le champ de bataille, c'est plutôt en fait des bombardiers qui peuvent être utilisés pour frapper à longue distance, notamment sur des infrastructures ukrainiennes. Autrement dit, leur mise hors service pourrait offrir une forme de répit, au moins temporaire, à la population ukrainienne face à certaines attaques. Mais à l'inverse, donc, ce que ça veut dire, c'est que sur le terrain, l'impact y reste relativement limité, puisqu'en fait, sur le terrain, c'est surtout les drones qui sont utilisés aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur cette question des drones, la Russie prévoit de produire plus de 32 000 drones chaque année d'ici à 2030. C'est près de 3 fois plus que la production qui était faite début 2024, ce qui montre donc une accélération du côté de la Russie. Alors maintenant, au moins symboliquement, ça reste quelque chose d'extrêmement important, notamment dans un contexte, en l'occurrence, où l'Ukraine est en difficulté sur le front. À noter enfin que ce mardi, les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué une nouvelle attaque contre le pont de Crimée qui relie le territoire russe à la Crimée. La Crimée, c'est donc ce territoire qui a été annexé par la Russie en 2014, une annexion jugée illégale par l'ONU et par une grande majorité des pays du monde. Alors l'Ukraine a assuré avoir infligé des dégâts sévères. Maintenant, dans le détail, a priori, ça a été certes temporairement fermé, mais la circulation a tout de même repris depuis. En tout cas, pour terminer là-dessus, je le disais, cette opération Toile d'araignée des Ukrainiens, elle a été menée juste avant des négociations entre la Russie et l'Ukraine qui se sont déroulées à Istanbul en Turquie. Alors que retenir
retenir réellement de ces négociations? On peut noter qu'elles ont duré à peine plus d'une heure, qu'elles ont débouché sur quelques éléments. Déjà, il y a un accord qui a été trouvé pour un nouvel échange de prisonniers de guerre. En l'occurrence ici, ça concerne des blessés, des malades et des jeunes soldats. L'accord, il prévoit aussi la restitution mutuelle de 6000 corps de soldats qui ont été tués. Il y a aussi des discussions qui ont été entamées sur le sort des enfants ukrainiens qui ont été, on en avait parlé, des enfants ukrainiens qui ont été déportés de force en Russie par l'armée russe sans que, bien sûr, ce sujet, aucun accord concret n'ait encore été trouvé. En revanche, et c'est peut-être le point le plus important, il n'y a aucune trêve qui a été conclue pour le moment. Il faut rappeler que l'Ukraine demande un cessez-le-feu de 30 jours sur terre, en mer et dans les airs, sauf que la Russie de son côté propose une trêve de 2 ou 3 jours. L'Ukraine accuse la Russie de chercher à gagner du temps alors que la Russie estime qu'un cessez-le-feu plus long permettrait à l'Ukraine de se réarmer grâce aux livraisons d'armes qui viennent des pays occidentaux. Enfin, ce qu'il faut noter, c'est que la Russie souhaite véritablement contrôler les territoires qu'elle maîtrise maintenant depuis plusieurs mois, depuis cette invasion à grande échelle. Mais l'Ukraine de son côté ne veut pas céder là-dessus, elle ne veut pas céder ce terrain puisque ce serait vu comme une défaite et comme une perte colossale de territoire avec des habitants qui, de façon officielle, deviendraient russes suite à l'invasion illégale. Mais encore une fois, donc, il y a une question de rapport de force dans cette situation. On peut noter que Donald Trump s'est dit rester prêt à se rendre en Turquie pour rencontrer Zelensky et Vladimir Poutine, selon sa porte-parole. Sauf qu'on l'a dit ces derniers jours, Vladimir Poutine a botté en touche l'idée d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky, alors que Zelensky y était favorable. Dans tous les cas, on continuera à suivre la situation, que ce soit sur ce format-là, mais aussi en newsletter. Je pense que vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre format en newsletter. Chaque jour, vous pouvez recevoir directement par email, du lundi au vendredi, l'essentiel de l'actualité, avec à chaque fois des liens pour en savoir plus. Le lien pour s'abonner gratuitement, il est directement en description. N'hésitez pas au passage, si vous voulez qu'on traite certains sujets dans ce format. Je suis toujours preneur, je prends toujours le temps de lire directement vos commentaires, donc n'hésitez pas à le dire directement dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Je vous laisse avec Léa pour le reste de l'actualité importante et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le policier auteur du tir ayant tué Naël à Nanterre en juin 2023 sera jugé pour meurtre. C'est ce qu'ont annoncé le procureur et le président du tribunal de Nanterre ce mardi. On en avait parlé à l'époque. Naël, c'est un adolescent de 17 ans qui a été tué d'une balle tirée à bout portant par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer, c'est-à-dire lorsqu'une personne ne respecte pas un ordre donné par la police. Le jeune homme conduisait une voiture sans permis. Sa mort avait provoqué des émeutes et des manifestations dans toute la France. Je le disais, le policier va donc être jugé pour meurtre, comme l'avait réclamé le parquet début mars. Le procès devrait avoir lieu en 2026 et il risque jusqu'à 30 ans de prison. L'avocat du policier a annoncé son intention de faire appel de cette décision. En tout cas, pour le moment, le policier auteur du tir est en liberté sous contrôle judiciaire. Il a donc des obligations strictes à respecter, comme l'obligation de se présenter régulièrement au commissariat. Deuxième actu, Israël a bombardé le sud de la Syrie dans la nuit de mardi à mercredi après des tirs de projectiles venus de Syrie qui sont tombés dans des zones non habitées, selon l'armée israélienne. Pour le ministre israélien de la Défense Israël Katz, le président de la Syrie est directement responsable de ces tirs, mais le gouvernement syrien dément toute responsabilité. Selon les médias israéliens, les projectiles tirés mardi seraient les premiers lancés depuis la Syrie vers Israël depuis la chute du président syrien Bachar al-Assad en décembre dernier. Dans la nuit, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté de violentes explosions dans le sud de la Syrie, attribuées aux frappes israéliennes, sans faire état de victimes. De son côté, l'armée israélienne a affirmé que son aviation avait, je cite, frappé des armes appartenant au régime syrien. Dans un communiqué publié dimanche, l'armée israélienne avait indiqué poursuivre ses opérations défensives dans le sud de la Syrie pour démanteler, je cite, les infrastructures terroristes et protéger les habitants du plateau du Golan, un territoire syrien annexé par Israël. À noter que la Syrie et Israël sont techniquement en guerre depuis 1948. Troisième actu, en Corée du Sud, un nouveau président a été élu ce mardi. Il s'agit du démocrate Lee Jae-myung qui a remporté 49,42% des voix contre 41,15% pour son adversaire conservateur Kim Moon-soon. Âgé de 60 ans, il est avocat de profession et est un ancien ouvrier. Il a été investi ce mercredi au lendemain de sa victoire. Cette élection anticipée, elle a été organisée à la suite de la destitution de l'ancien président Yoon Suk-yeol après sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays en décembre. La loi martiale, c'est une loi qui permet de donner temporairement plus de pouvoir aux autorités militaires. Suite à ce coup de force, Yoon Suk-yeol avait donc été destitué et mis en examen
examen pour insurrection, un crime pour lequel il est actuellement jugé. En tout cas, dans son discours d'investiture, le nouveau président a dit souhaiter le dialogue et la coopération avec la Corée du Nord, qui est dotée de l'arme nucléaire. Quatrième actu, le Vietnam a mis fin à sa limite de 2 enfants par famille après près de 40 ans. C'est ce qu'a annoncé l'agence vietnamienne d'information ce mercredi. Cette politique avait été mise en place en 1988. Le truc, c'est que ce pays d'Asie du Sud-Est fait désormais face à un taux de fécondité historiquement bas pour le pays. Il est passé de 2,11 enfants par femme en 2021 à 1,91 l'an dernier. Pour vous donner une idée, on considère qu'en moyenne, chaque femme doit avoir 2,1 enfants pour que la population d'un pays reste stable. Le Vietnam craint donc que cette baisse de fécondité affecte son dynamisme économique. Faut savoir que le Vietnam est aussi confronté à un déséquilibre des sexes dû à une préférence historique pour les garçons, avec 112 garçons pour 100 filles à la naissance. Il est d'ailleurs interdit d'informer les parents du sexe de leur enfant avant la naissance, ainsi que de pratiquer un avortement pour les raisons de sélection du sexe, sous peine de sanctions pour les cliniques qui enfreignent la loi. Le ministère de la Santé a d'ailleurs proposé de tripler l'amende actuelle. En tout cas, chaque couple est désormais libre de choisir le nombre d'enfants qu'il souhaite avoir. Cinquième actu, en France, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité ce mardi une proposition de loi reconnaissant la responsabilité de l'État envers les rapatriés d'Indochine, qui est une ancienne colonie française. La guerre d'Indochine s'est déroulée de 1946 à 1954 en Indochine française, un territoire qui correspond aujourd'hui au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Et donc après la guerre, plusieurs milliers de personnes, dont des soldats, des fonctionnaires, des civils et des familles franco-indochinoises, ont été rapatriées et installées dans des camps en France dans des conditions souvent très précaires. Ces personnes étaient considérées comme indésirables dans leur pays d'origine et elles ont longtemps été marginalisées en France. Alors concrètement, le texte voté par l'Assemblée, qui est porté par le socialiste Olivier Faure, prévoit d'élargir aux rapatriés la journée nationale du 8 juin, qui est jusqu'ici dédiée aux morts pour la France en Indochine. Une réparation financière, calculée selon le temps passé dans ces camps entre 1954 et 1975, est également prévue. Le texte doit encore passer au Sénat. Et on finit avec ce rappel, les personnes qui vivent dans les départements numérotés de 55 à 974, 976 ont jusqu'à ce jeudi 5 juin 23h59 pour faire leur déclaration de revenus en ligne. Pour les autres départements, c'est déjà trop tard. À noter que si vous ne déclarez pas vos revenus à temps, vous risquez une majoration allant de 10 à 40%. Cette pénalité peut être suivie par une mise en demeure. En tout cas, tout se passe sur le site impôt.gouv.fr et si vous avez besoin d'aide, on vous explique tout dans un post dédié sur notre compte Instagram elan.media. Merci beaucoup Léa pour ces actualités. Et je le disais, pour vous abonner à notre newsletter, je vous mets le lien directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.